Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chères auditrices et auditeurs de Westrack Radio, vous êtes dans votre émission féminine, féministe, humaniste, égalitaire, locale et déconfinée, le chant des sirènes. On prend l'antenne tous les 15 jours pour partager avec vous nos réflexions, nos questionnements. On parlera d'actualité, de féminisme, de sujets qui nous touchent, de femmes et d'hommes qui nous inspirent par leur engagement, leur façon de créer, de vivre. On écoutera de la bonne musique pour commencer un déconfinement positif. On parle, comme souvent ce soir, de femmes au destin exceptionnel, de femmes volontairement oubliées par l'histoire, des femmes qui ne se sont pas laissées enfermer dans le rôle que les hommes leur avaient imposé, des femmes qui ont fait avancer, bouger, changer le monde à différentes époques grâce à leurs convictions, leur talent, leur ingéniosité, leur courage et leur volonté à toute épreuve. On voulait leur rendre hommage car nous ne les oublierons pas, nous ne les oublierons plus. Et comme le dit très bien Marjane Satrapi, créatrice de BD et réalisatrice, on ne peut pas balayer 5000 ans de patriarcat en 2 jours, mais c'est par nos actions qu'on va être les égales des hommes. Et j'en profite d'ailleurs pour annoncer qu'elle a sorti un film qui s'appelle Radioactive sur évidemment le prix Nobel Marie Curie qui est sorti le 11 mars dernier. Et nous sommes toujours en visioconférence, car même si le déconfinement a débuté aujourd'hui, et on va pas pouvoir retrouver tout de suite les studios de la radio. Donc voilà, on reste encore un peu chez nous, mais on est quand même ensemble. Et ce soir, mes sirènes chroniqueuses chic et choc, j'ai nommé Caroline. Coucou Caro. Et bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va ? Oui, tout à fait, ça va. Premier jour d'une autre vie. Ouais, le jour d'après est arrivé. Tu nous as préparé quoi comme petite chronique aujourd'hui, Caro ? Vous verrez. C'est une surprise. D'accord, ok. Trop de mystère. Alors, il y a Gab aussi qui est avec moi. Oui, salut Marie. Qu'est-ce que tu nous as préparé, toi, Gab ? Moi, ce soir, je vais vous parler d'Ève, la première femme. Cool, tu me fais pas le coup. Vous verrez bien aussi. Non, faut faire un peu plus. Il y a Gabi aussi avec nous. Oui, salut Marie, salut les sirènes. Alors Gabi, toi, tu vas nous parler littérature ? Ouais, je parle littérature et je parle de l'histoire littéraire et comment est-ce qu'elle s'est faite sans les hommes. Intéressant. Nous avons aussi Héloïse, notre chroniqueuse cinéma. Oui, bonsoir. Pour la partie ciné, moi, je vais vous faire un portrait condensé, parce que c'est pas facile, mais je vais essayer de le condenser, de Alice Guy, qui est une pionnière du cinéma. Cool. Et on a aussi Oriane qui nous avait proposé ce thème des femmes dans l'histoire, et qui va nous faire une petite introduction d'ailleurs, Oriane, puisque tu nous as proposé ce beau thème. Ouais, c'est ça. Je vais un peu parler des femmes comme oubliées de l'histoire et quelles conséquences ça peut avoir encore aujourd'hui. Voilà. Eh ben écoute, Oriane, j'ai envie de dire, on t'écoute. C'est parti. Alors déjà, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer la chronique en interrogeant un petit peu nos auditrices et puis aussi les sirènes qui sont présentes ce soir. Donc je voudrais commencer par vous demander de penser à des faits historiques marquants. Quand je vous dis ça, c'est qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit, à quels événements particuliers vous pensez. Donc voilà, pensez ça dans votre tête, puis après, si jamais vous avez besoin d'intervenir, vous me dites. Et je voudrais aussi vous demander de visualiser une carte du monde, de placer mentalement les continents que vous voyez sur la carte, donc c'est-à-dire ceux qu'on va voir au centre, ceux à gauche et puis ceux à droite. Alors après cette micro-réflexion, je ne sais pas si vous commencez un petit peu à voir où je veux en venir. En tout cas, avec ma première question historique, je suis quand même à peu près sûre qu'un certain nombre d'entre vous ont pensé à des événements comme, par exemple, la Première ou la Seconde Guerre mondiale, la Révolution française, ou peut-être aussi des événements plus récents comme les attentats qui nous ont touchés il n'y a pas très longtemps, et puis des pays voisins, ou encore, d'actualité, mais déjà historique, le coronavirus. Et pour ce qui est de la carte que je vous ai demandé de visualiser, vous avez probablement, du moins si vous êtes européen ou européenne, mis l'Europe et l'Afrique au centre, à droite l'Asie, l'Océanie et puis à gauche l'Amérique. Bon, c'est pour schématiser tout ça, mais voilà, je pense quand même que ça s'est à peu près passé comme ça dans vos têtes.
Si vous voulez me contredire, n'hésitez pas, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'a priori, et sauf exception, avons-nous dans l'ensemble pensé aux mêmes événements et pourquoi avons-nous situé les continents de la même façon alors que voilà, la Terre elle est ronde et donc qu'aucun visuel n'est censé prévaloir sur un autre? C'est très probablement parce que nous sommes des purs produits de l'école de la République. J'ai un peu l'impression d'être Macron quand je dis ça. De ce fait, lorsqu'on nous demande de nous plonger dans nos connaissances en citant des faits historiques ou en recréant mentalement une carte du monde, on pense quasiment instinctivement à nos cours d'histoire géo. Et puis aussi parce qu'on nous a toujours parlé de l'histoire avec un grand H, celle qui est légitime, celle qui fait partie des manuels de l'éducation nationale, celle qui est grande. Et le reste, voilà, ça semble un petit peu anecdotique ou annexe. Pourtant, l'histoire, c'est une science sociale par opposition aux sciences dures comme les mathématiques où voilà, 1 plus 1, ça fait 2 et puis c'est tout. L'histoire, elle est subjective et surtout, elle est toujours écrite du point de vue des vainqueurs et des dominants. Donc en l'occurrence, les hommes. Or, l'histoire, elle varie en fait de pays en pays, de culture en culture. Pour certaines cultures, elle va se transmettre à l'écrit, comme dans nos sociétés occidentales, mais pour d'autres peuples, voilà, elle est purement orale. Pour en revenir à notre histoire, il faudra se replonger dans nos jeunes années. Alors à l'école, on nous parlait donc de guerres qui étaient faites par les hommes, de rois, de figures intellectuelles masculines. Je ne sais pas, par exemple, en philosophie, on peut penser à Platon, Socrate, Rousseau, Descartes, etc., etc. Et c'est un peu comme si les femmes, elles étaient qu'annexes dans ce grand manuel d'histoire. Si on parle d'elles, c'est souvent parce qu'on les associe à un homme. Elles n'existent pas vraiment par elles-mêmes. C'est un petit peu difficile de vous parler en 5 minutes des femmes dans l'histoire, mais je voulais en fait faire cette chronique aussi pour amorcer quelques pistes de réflexion. Et tout d'abord en posant la question justement du pourquoi les femmes ont été exclues de l'histoire et des conséquences que cela a encore aujourd'hui. Donc comme je l'expliquais, l'histoire avec un grand H, c'est celle des dominants. Or, comme le rappelle à juste titre l'autrice suédoise Liv Strömquist dans sa superbe BD Les sentiments du prince Charles, dont on a déjà parlé dans cette émission, les femmes, ce sont des objets dans un monde de sujets, celui des hommes. Bon, attention, être objet, c'est pas une fatalité et c'est pas non plus notre nature, mais c'est ce que la société a voulu faire de nous. Dans nos sociétés occidentales et durant quand même des centenaires, voire des millénaires, on a été relégués très souvent à la sphère privée, à celle de l'intime, aux histoires qui se disent tout bas et non pas celles qui font partie des livres. Tandis que les hommes, eux, ils vont vivre des épopées et surtout, ce sont des acteurs de la vie publique. Il faut rappeler aussi que les femmes, elles ont été plus largement touchées par l'analphabétisme. Encore aujourd'hui, et comme le montre une étude statistique de l'UNESCO qui a été publiée en 2014, qui s'appelle l'éducation des filles et des femmes, il y a 2/3 des 774 millions de personnes analphabètes dans le monde qui sont des femmes. Alors ça, c'est valable aujourd'hui avec un écart qui, heureusement, il s'est réduit, mais qui était d'autant plus important auparavant et donc difficile dans ce contexte d'imaginer que des personnes analphabètes, elles puissent transmettre leurs histoires autrement que par la parole. Et puis, clairement, la transmission orale, elle est plus fragile que celle écrite, puisqu'elle dépend de ses orateurs et de ses oratrices, et encore faut-il qu'on les écoute. Et quand bien même les femmes savent écrire pour raconter leurs histoires, ou des histoires en général, que ce soit des romans, des nouvelles, etc., soit elles vont prendre un pseudonyme masculin, donc comme par exemple George Sand, qui s'appelait en réalité Aurore Dupin, ou soit elles écrivent des histoires d'amour, des histoires de femmes entre gros guillemets, comme vont les catégoriser leurs détracteurs, comme si c'était un sous-genre, et puis aussi on les laisse pas parler vraiment d'autre chose. Et clairement, ne pas laisser les femmes raconter leurs histoires ou ne pas s'y intéresser, c'est finalement faire taire de potentielles revendications, puisque si les nouvelles générations n'ont pas la possibilité de se comparer, de s'appuyer sur des mouvements existants, alors elles auront moins de chances de se rebeller. Elles repartent à chaque fois de zéro et surtout sans modèle, elles peuvent quand même être assez découragées, ne pas se sentir capables ou ne même pas envisager de changement puisqu'on leur fait croire que leur condition de femme, elle est naturelle alors qu'elle est sociale. Pendant longtemps, les seuls écrits qui mentionnent les femmes, c'est quand même la Bible. Alors bon, avec Ève et son péché originel, ça commençait quand même déjà moyennement comme histoire, mais Gabi,
on parlera tout à l'heure, certainement, enfin oui, de façon certaine. Et en fait, c'est que très récemment, au début des années 70, qu'une véritable histoire des femmes s'est développée, et notamment grâce à des historiennes américaines qui se penchent sur des écrits de l'intime comme les carnets de recettes, les journaux, les correspondances épistolaires, et autant de sources qui avaient finalement jusque-là été mises de côté parce qu'elles n'étaient pas jugées dignes de figurer dans des travaux de recherche. En fait, longtemps, les femmes, elles ont vécu par procuration et selon le bon vouloir de leur mari. En France, par exemple, je rappelle que c'est qu'avec la loi du 13 juillet 1965, que les femmes, elles ont obtenu le droit de travailler et de disposer de leur salaire sans le consentement préalable de leur mari. On rappellera aussi que l'institution du mariage, ce n'est que depuis 2011 que les hommes peuvent prendre le nom de leur femme. Or, le fait de devenir Madame Untel, ça sous-entendait quand même fortement une notion d'appartenance, en l'occurrence à son mari. C'est un peu comme si nous n'avions jamais une identité propre. Encore récemment à l'échelle de l'humanité, des femmes étaient toujours sous la tutelle d'un homme, que ce soit la tutelle de leur père ou de leur mari, ou même encore de leur fils, si elles étaient veuves. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de l'histoire des femmes, mais j'aimerais encore faire une distinction au sein de cette histoire, parce que j'aimerais qu'en tant que féministe, on n'oublie pas l'importance de parler des femmes dans leur diversité. On ne peut pas parler de l'histoire de la femme, mais des femmes. Car bien souvent, les femmes qui ont marqué l'histoire, elles sont blanches et bourgeoises. Je sais pas si on peut citer Simone de Beauvoir, Marie-Antoinette ou Jane Austen, qui sont connues toutes les trois pour des diverses raisons qui n'ont rien à voir. Mais voilà, pour moi, il est important de s'intéresser aux femmes racisées, aux femmes de la classe ouvrière, aux femmes queer, bref, à toutes les femmes. Or, il me semble que le chemin, pour elles, il est encore plus long finalement. Parce que qu'est-ce qui pose problème ici ? Enfin, pourquoi du moins on raconte pas leurs histoires, c'est que si on s'intéresse par exemple aux femmes racisées dans l'histoire, alors on est amené à parler de l'esclavage, de la colonisation, et alors l'image positive qu'on s'était construite collectivement à travers notre histoire, elle va se voir un petit peu ébranlée. Et parce que oui, souvent notre histoire elle est quand même tournée à notre avantage, du moins à l'avantage des dominants, qui oublient parfois certains passages quand ça les arrange. Donc voilà, je pourrais encore continuer très très longtemps sur le sujet parce que c'est très vaste, mais je vais m'arrêter là, je vais laisser la place aux autres chroniques. Et puis pour finir, voilà, je voudrais juste vous conseiller en lien avec ma chronique les visites ou en ce moment plutôt les séminaires en ligne du collectif Feminist in the City qui propose des visites guidées féministes dans Paris. Et pour ma part, j'avais suivi le webinaire sur la chasse aux sorcières, mais il y a plein d'autres sujets abordés qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Donc, en attendant de pouvoir refaire des visites guidées, vous pouvez aller voir leur page, Instagram, je crois qu'elles ont, et puis un site internet qu'on mettra sans doute en description en dessous du podcast. Voilà. Merci Oriane. Ouais, moi j'ai pensé à Jeanne d'Arc bêtement, les premières femmes, et à Cléopâtre. Voilà, mais... Je me dis que nous, notre approche est peut-être un petit peu déformée parce que. Oui, c'est sûrement biaisé, oui. Féministe. Ouais. Bon, je vous propose de faire. À part si les filles, vous voulez peut-être rebondir sur la chronique d'Oriane, qui était parfaite. Voilà. Bon, très bonne chronique. Tu as mis tout le monde d'accord. Très bonne introduction à notre sujet. Tout à fait. Donc je vous propose une petite pause musicale avec un groupe qui s'appelle Girl Friday. C'est un groupe un peu hors du temps, c'est un quatuor qui est basé à Los Angeles, qui fonctionne collectivement puisque chaque musicienne se relaie au micro et à parts égales dans l'écriture des chansons. Ce sont toutes de grandes personnalités, mais elles trouvent un équilibre et se complètent à travers le groupe qui est explicitement féministe dans la tradition radicale légendaire, étroitement liée à la pratique de la sensibilisation, dans laquelle elles partagent leurs histoires, les histoires de leur propre vie, afin de trouver des points communs, d'apprendre les unes des autres, d'analyser les systèmes d'oppression et de trouver des solutions imaginatives et actives. Ces jeunes femmes sont capables de fusionner le mode pop dans le style des Bungles avec le rock alternatif des années 90. Elles sont toutes fans de Hall, avec l'urgence et la tension minimaliste du punk des années 70. Le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle Generation Sick. Et c'est un réquisitoire pointu contre les hommes violents et tous ceux qui les protègent.
Vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. On écoutait Girl Friday avec le morceau Génération Sick. Et voilà le temps des news. Ah oui, toujours aussi tonitruant ce petit jingle. Et Oriane, je crois que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer qui vient du Soudan. Ouais. Alors oui, au Soudan, en fait, le Soudan a voté la criminalisation des mutilations génitales des femmes parce que, voilà, pour rappel, quand même, selon les Nations Unies, il y a quand même près de 87% des femmes et des filles soudanaises entre 14 et 49 ans qui ont subi cette pratique, voilà, et en général, en fait, on y contraint les jeunes filles, voire très très jeunes filles, dès l'âge de 5 ans. Donc c'est quand même une bonne nouvelle que ces pratiques soient désormais interdites, même si on se doute que tout ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais c'est quand même une belle avancée pour les femmes là-bas. Tout à fait. C'est très important, oui, effectivement. Moi, j'ai une bonne nouvelle aussi. Qui nous vient du Mali, en fait, où il y a eu des élections législatives fin avril. Et il y a une jeune étudiante qui est maintenant donc députée, qui s'appelle Salimata Traoré, donc qui a 26 ans. Donc aujourd'hui, elle participe à sa toute première session inaugurale en tant que députée à l'Assemblée nationale du Mali. Voilà, elle a 26 ans, elle est orpheline et hébergée par son oncle. Elle a été élue dans sa commune natale de Ségou, dans le nord-est de Bamako, sur la liste de son parti Alliance démocratique pour la paix.
À l'issue du second tour des élections législatives, donc du 19 avril 2020, elle brise le plafond de verre, comme le dit le journal du Mali. Et là-bas, en fait, au gouvernement, il y a un quota qui a été un quota plancher de 30% de femmes qui sont au poste nominatif maintenant et électif, qui a été voté en 2015. Donc, dans l'hémicycle, là, il y a 147 sièges de députés et les femmes en occupent 42. Donc, c'est déjà beaucoup. Enfin, c'est déjà pas mal, plutôt que beaucoup. Et Caro, je crois que tu nous as fait une petite news histoire. Oui, pardon, tout à l'heure, c'est qu'en fait, je savais pas comment présenter ce dont je voulais vous parler ce soir. C'est le déconfinement, tout ça, ça me perturbe. Ça te travaille. Donc oui, tout à fait. Huguette les bons tuyaux sur l'affaire, a toujours à l'affût des actualités féminines et féministes pour vous. Bon bah Huguette, elle est un peu à la bourre, elle n'a pas été si réactive que ça parce que l'information dont je vais vous parler, elle date de septembre 2019. Mais heureusement, un de mes indiques a corrigé cette erreur et il m'a partagé ces derniers jours un tweet dans lequel on y trouve une publicité de près de 2 minutes. Et ce message qui l'accompagne, impossible que vous deviniez ce que cette publicité essaye de vous vendre. Forcément, j'ai cliqué dessus. Donc dans cette vidéo à l'atmosphère hyper énigmatique, digne un peu d'une bande-annonce de la dernière production Netflix, un mode un peu docu-témoignage, on peut lire en préambule « Les femmes détiennent seulement 10% des inventions brevetées. Heureusement, la plupart des filles ignorent ce fait. » Bon, personnellement déjà, je me réjouirais pas trop du fait que les filles ignorent ce fait, mais laissons la publicité se poursuivre. Donc on y entend 3 filles de 15 à 16 ans d'origines différentes, anglophones, qui, telles des petites chimistes, travaillent sur des inventions à leur bureau, à leurs ateliers, mais des inventions sérieuses. Elles témoignent du fait qu'il faut dépasser ses limites, qu'inventer des choses c'est une façon de s'élever, et surtout qu'elles sont la génération qui peuvent faire changer les choses. Amen les filles. Voilà un très beau message qui montre des filles qui inventent, qui montre des filles qui avancent, très, très chouette. Et là, un paquet se présente à l'une d'entre elles. Mais qu'est-ce que c'est ? Suspense. La publicité dit « C'est pourquoi nous avons créé » 3 petits points, suspense, silence, Miss Monopoly. Et oui, tout ça pour ça. Une belle pub qui encense la place des femmes, etc. pour Miss Monopoly. Donc, il y a une nouvelle version du Monopoly qui est sortie en septembre dernier, donc Miss Monopoly. Donc Monopoly, tout le monde voit bien ce jeu qui consiste à amasser un paquet de fric et à ruiner ses concurrents. Et bien là, Dixit Hasbro, on a le premier jeu où les femmes gagnent plus que les hommes. On a donc Miss Monopoly, qui est la nièce de Monsieur Monopoly, le moustachu là. Elle trône bien évidemment sur la boîte de jeu avec son petit tailleur. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut y faire avec ce jeu ? Alors, au lieu d'investir dans des propriétés, les joueurs et joueuses vont maintenant investir dans des grandes inventions faites par des femmes à travers l'histoire. Bon, ok, très bien, on comprend mieux la publicité qui mettait en lumière les inventions faites par des filles. On se dit que c'est plutôt pas mal de vouloir faire un clin d'œil à l'origine du jeu. D'ailleurs, mais ça j'y reviendrai après. Par contre, il y a une règle qui me laisse un peu plus dubitative, un peu à l'image de la publicité. C'est que dans ce jeu Miss Monopoly, les femmes bénéficient d'une base d'argent plus élevée que les hommes au commencement du jeu. Donc en gros, vous êtes une femme, vous commencez avec plus d'argent que les hommes. On triche direct. Donc Hasbro aurait pris cette initiative afin de sensibiliser les joueurs sur l'écart salarial qui désavantage les femmes dans le monde du travail. Alors ok, ouais, super, très bien de vouloir sensibiliser à ça, mais tout ce que les femmes souhaitent, c'est avoir des salaires égaux à ceux des hommes et pas forcément supérieurs, comme si le féminisme défendait la supériorité et non l'égalité. Donc j'ai l'impression quand même un petit peu qu'Hasbro a eu le féminisme assez mal placé, surfant un peu sur le mouvement féministe et les intérêts économiques qu'il représente. Surtout quand on connaît les origines du Monopoly, ça peut laisser à sourire. Parce que le jeu tel qu'on le connaît a été inventé en 1929 par Charles Darrow, un Américain, alors qu'aux États-Unis, il y avait vraiment une grosse crise économique et sociale sans précédent. Donc il crée ce jeu de plateau pour y jouer avec ses amis, mais aussi bien évidemment pour le commercialiser et se faire de l'argent. Et donc il vend son idée à Parker Brothers, une société de jeu, en 1935. S'en vendront par la suite 200 millions de boîtes à travers le monde, quand même. Mais notre cher Charles Darrow doit l'idée originelle à une femme. Tiens. Et donc c'est Elizabeth Maggie, qui est née en 1866,
C'est une femme qui était fermement opposée à la politique de son temps, qui défendait la notion de propriété terrienne, qui veut que les hommes ont un droit, les hommes avec un grand H, ont un droit égal à utiliser la terre de la même manière qu'ils ont un droit égal à respirer l'air, et que l'accès inégal à la propriété terrienne crée de la pauvreté. Donc Elizabeth Magie, elle invente et dépose alors le brevet du Landlord's Game, le jeu du propriétaire, en 1904, un plateau sur lequel sont dessinés des bâtiments et des rues à acheter. À l'époque, ce Landlord's Game contient 2 règles de jeu. Soit vous décidez de vous lancer dans la version prospérité, et chaque joueur gagnait des points dès qu'un autre achetait une nouvelle portion de terre, donc tout le monde sortait vainqueur. Soit dans l'autre règle, monopoliste, et au contraire, les joueurs avaient pour but d'acquérir un maximum de terre et de faire payer les autres joueurs qui y atterrissaient. Il n'y avait qu'un seul vainqueur qui gagnait lorsque tous les autres avaient fait faillite. Donc la règle du Monopoly, grosso modo, comme on la connaît aujourd'hui. Et l'idée originelle de Magie, c'était de permettre aux gens de se rendre compte des conséquences néfastes du système de possession de la terre, qui enrichissait les plus riches et appauvrissait les plus pauvres. Mais lorsque la société Parker Brothers a racheté le brevet de Magie et ressort le jeu en 1935, on ne trouve plus qu'une seule règle, celle du monopole, donc celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc une fois encore, outre cette publicité assez maladroite et cette nouvelle version du jeu qui peut laisser un peu songeur et qui peut faire débat, c'est encore l'histoire d'une femme invisibilisée, comme on en parlait déjà tout à l'heure, et comme on en parle assez souvent ici dans cette émission. Et voilà, comme bon nombre de femmes qui se sont trouvées dépossédées de leurs inventions et créations par des hommes au fil des siècles. Voilà ma petite histoire du jour. Merci Caro. On jouera plus au Monopoly de la même façon. D'ailleurs, il y a un Monopoly Le Havre qui va sortir bientôt. Ah. Mais pas avec Miss Monopoly. Dommage. Ouais. Moi, je voulais vous parler aussi d'une maison d'édition en fait qui s'appelle La Relève et la Peste, qui est un média 100% indépendant qui s'autofinance en totale autonomie. Sa portée est humaniste, écologiste et surtout antiraciste. Elle est financée grâce à la vente de leurs livres. Leur politique est simple, 0 pub, 0 investisseur, 0 prêt bancaire pour une information 100% citoyenne. Donc effectivement, avec la crise, ils sont un peu en galère. Donc n'hésitez pas, on mettra aussi le lien sur le podcast de l'émission. Ils ont des livres très intéressants avec plein de gens très connus de l'écologie, etc., qui ont participé à ces petits livres. Je vous les conseille. Eh ben, on se refait une petite pause musicale avec une artiste qui s'appelle Kofi, qui est une jeune Jamaïcaine de 20 ans. C'est une des artistes dont on parle le plus apparemment en Jamaïque ces derniers temps, tellement son succès est phénoménal et sa rapidité, en fait, la rapidité de son succès. Kofi chante aussi bien un reggae traditionnel à l'ancienne que le rub-a-dub de la dancehall, la version moderne synthétique du reggae, le style le plus populaire aujourd'hui en Jamaïque. Elle en donne sa propre version positive, féminine et assez éloignée des clichés violents, explicites et provocateurs qui ternissent malheureusement depuis trop longtemps cette musique. On écoute Toast de Kofi. Go on with it. Yo, AJ, are you kidding me? Toast, yeah. So we are coming in with a force, yeah. Blessings we are reap and we coursing on full. Oh, we not rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah. Gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. But I toast for the friends we take off every load. One time did sit down in a class and we bored. Then only said the road and me go on with the road. Third form, me say me try a thing. And you know it formed out to be a fire thing. Now up on stage with chronics I sing. Yeah, see me all diggy soon get the higher ring. Like hello brother, me say I had to shot ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter pass through your soul to can't ball in a life, man. Me have to thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. But I toast to the friends we take off every load. One time they sit down in a class and we bored. Then only said the road and me go on with it, That's how our blessings upon me.
that's how I made to give him the go. Breathe, I'm delighted. Jah knows I'm passion ignited. Got the music get me excited. I'm coming like a potion. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. But I toast for the friends we take off every load. One time did sit down in a class and we bored. Then Ollie said the road and me go on with the road. Toast, yeah, yeah, yeah. Toast. Oh, we na rise and boast. Yeah, we give thanks. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. But I toast for the friends we take off every load. One time did sit down in a class and we bored. Then Ollie said the road and me go on with the road. Toast, yeah, yeah, yeah. Toast. Vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. On vient d'écouter Kofi avec le morceau Toast. Et je passe le micro à Gabrielle qui nous parle de ces histoires de bonnes femmes. Oui, histoire de bonnes femmes parce que c'est la façon dont on a pu voir de manière grossière l'histoire des femmes écrivaines dans la littérature. Et puisqu'Oriane parlait tout à l'heure d'invisibilisation, c'est dur à dire, invisibilisation des femmes dans l'histoire, il y a une histoire dans laquelle les femmes sont particulièrement invisibilisées, c'est celle des femmes dans l'histoire de la littérature. C'est une catégorie particulière de l'histoire et particulièrement sexiste, car la littérature n'est évidemment pas qu'une affaire d'hommes. Et une fois n'est pas coutume, je vais parler de moi et plus précisément de mon métier. Je suis prof de français et j'ai fait pour vous une petite enquête à partir de mon matériau de travail. En parcourant 2 manuels de littérature de seconde que j'avais sous la main, je me suis amusée à compter combien de noms de femmes apparaissaient dans les index d'auteurs. 2 manuels, l'un récent, datant de la réforme des programmes de l'an passé, donc 2018-2019, et l'autre de 2011, ancienne réforme. Résultat de l'enquête, roulement de tambour. Dans le manuel le plus récent, celui de 2018, aux éditions Belin, sur 168 noms d'auteurs, devinez combien il y a de noms de femmes. Est-ce que vous avez des propositions, des estimations ? 40. Ouais. Non. 60. Non. Chaud ou fort ? Vous êtes malheureusement bien en dessous de la réalité. Il y en a 23. Ah la vache. Et j'ai ramené ça à un petit pourcentage. Ça fait 13%. Sur celui de 2011, édition Bordas, sur 163 noms d'auteurs, donc à peu près autant, combien de femmes, à votre avis ? 30. Eh ben non, toujours pas. C'est encore pire. Il n'y en avait que 5. 3%. Je m'arrêterai là pour cette enquête qui, sans être rigoureuse et malheureusement très révélatrice, est déprimante. Il faut connaître une amélioration qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec le progrès du discours féministe dans les débats de société, mais c'est un progrès si petit qu'il est presque oubliable. Et la question reste, pourquoi, alors que le discours éducatif ambiant se voudrait égalitaire, l'histoire littéraire qui est aussi sexiste ? Car c'est bien l'histoire littéraire qui est sexiste, plus encore que le monde littéraire à une époque donnée. Tout se passe comme si c'était un fait, les femmes écrivains n'existeraient pas. Et les raisons à cela pourraient être évidentes. Il y aurait moins de femmes auteurs que d'hommes. Cela se peut tout simplement parce que l'accès des femmes à l'éducation a été moins évident au cours de l'histoire. Mais à partir du 19e siècle, 20e siècle, à l'heure où de nombreuses femmes accèdent à l'éducation, pourquoi de fait n'accèdent-elles pas non plus à la création littéraire ? Les réponses me sont venues en lisant plusieurs articles d'une universitaire du nom de Christine Planté, spécialiste des femmes auteurs ou autrices. Je reparlerai d'ailleurs dans une prochaine chronique, à mon avis, du nom de l'histoire de ces mots auteur, autrice, écrivain, écrivaine. Voici ce que Christine Planté dit. Les femmes accouchent de livres et les femmes d'enfants. Et c'est ce qu'on considère majoritairement au XIXe siècle. Procréer empêche de fait de créer. Pour la société patriarcale, les femmes sont donc cantonnées à des formes littéraires utilitaires,
Par exemple, au manuel d'éducation, il est de bon ton d'écrire ce genre de livres. Ou bien, elles sont estampillées comme féminines, ces auteurs. C'est-à-dire qu'elles écrivent une littérature relevant de l'imaginaire. Le roman, par exemple. Les hommes, eux, ont le droit d'écrire des choses sérieuses, et donc l'histoire. Et donc de reléguer les histoires de bonnes femmes là où elles appartiennent, c'est-à-dire à la cuisine et au coin du feu. Autre point d'importance qui explique cette invisibilité, pour figurer dans un manuel scolaire ou dans une histoire littéraire, il est préférable de faire partie d'un mouvement bien identifiable, car pour comprendre, on a besoin de classer. Mais à partir du XIXe siècle, époque à laquelle les catégories littéraires deviennent très importantes, à la faveur du développement de l'histoire de la littérature et de la recherche en littérature, la discrétion imposée aux femmes par leur sexe les a souvent poussées à ne pas s'engager dans les querelles de clochers esthétiques autour du réalisme, du romantisme par exemple, ou encore du naturalisme, que pratiquaient alors leurs pères masculins. Alors on a construit une histoire littéraire sans les femmes. Pourtant, par exemple, George Sand avait bien des idées sur le roman. Et elle n'en a pas fait part, et on a gardé d'elle l'image d'une autrice de bergerie qui écrit des histoires de gamins à la campagne mignonnes à faire pleurer. Et nous sommes encore tributaires de cette façon de faire de l'histoire littéraire. Car oui, avec cette façon d'écrire dans notre histoire littéraire, nous avons aussi développé l'idée qu'il existerait une écriture féminine. Étrangement, d'ailleurs, cette idée a été développée par les féministes elles-mêmes au cours des années 70, par exemple par Hélène Cixous notamment. Et puisque les femmes ont tout en commun d'être opprimées par le patriarcat, il y aurait donc, selon Hélène Cixous, un style proprement féminin où le corps aurait plus d'importance, tout comme la place attribuée à l'autre, etc. Analyse dangereuse qui essentialise le discours féminin et qui nous semble aujourd'hui assez dépassée. Les femmes, laissées donc en dehors des querelles esthétiques, ont plutôt développé une écriture originale, en dehors des sentiers battus. Cet état de fait montre avec fracas combien l'histoire littéraire se trompe et relègue au second plan les véritables pionnières de la littérature. Par exemple, la poétesse Marceline Desbordes-Valmore, grande poétesse du XIXe siècle, a devancé Lamartine dans le romantisme, alors qu'on considère souvent Lamartine comme le pionnier de celui-ci, alors qu'elle a publié son recueil avant lui et qu'aujourd'hui on considère que c'est une petite poétesse romantique. Virginia Woolf, par exemple, fait parler ses personnages à travers un flux de conscience intimiste qui se débarrasse des contraintes de la grammaire. Là encore, très grande avancée esthétique et véritable révolution littéraire. Et pourtant, alors certes, Virginia Woolf est considérée comme une très grande auteure, mais n'est pas toujours la première à être citée parmi les grands auteurs du XXe siècle. Les exemples sont infinis. Alors moi, que pourrais-je bien faire en tant que petite prof pour faire évoluer le carcan de cette histoire si patriarcale ? Et bien évidemment, impuissante face au poids de ces modèles masculins, il s'agit simplement de commencer, sans doute, par faire découvrir les pépites de l'écriture féminine, sans égard pour le mouvement littéraire où elles s'inscrivent, ou le genre littéraire qu'elles pratiquent, en se concentrant sur l'émotion, ou sur la beauté, ou encore sur la justesse profonde de ces textes qui désarment parfois les plus rétifs de mes élèves. Les textes transcendent toujours les carcans où on veut les enfermer, et donc il est plus que jamais nécessaire de les faire voler en éclats. Pour finir cette chronique, 2 conseils de lecture. D'abord celui de l'universitaire Christine Planté, si la question vous intéresse, qui a écrit La petite sœur de Balzac, essai sur la femme auteure, au Presse universitaire de Lyon, en 1989, mais qui a été réédité et augmenté en 2015. Et de manière plus ludique, je voudrais vous indiquer un livre qui a été publié par le collectif des Georgettes Sand, un collectif qui œuvre pour désinvisibiliser les femmes dans l'histoire et la littérature. Ce collectif a sorti chez Pocket le livre Ni vu ni connu, qui fait la lumière sur ces femmes oubliées de l'histoire, et notamment de l'histoire de la littérature. D'ailleurs, leur page Facebook est très chouette, allez y faire un tour. Et pour ce conseil, merci à mon amie Émilie, documentaliste et féministe de l'extrême, qui m'a soufflé ce conseil. Voilà. Merci Gabrielle. Encore une super chronique de Maman Ours au coin du feu. Merci beaucoup.
On se refait une petite pause musicale avec un quatuor qui s'appelle Ménélas, qui nous vient de Pampelune. L'Espagne est plutôt connue pour ses paysages que pour sa scène rock indépendante, mais le quatuor Ménélas espère bien mettre une petite étoile sur leur ville, avec un style très accrocheur qui mélange rock garage, psyché, pop et shoegaze. On écoute Primer Tiempo. Vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. On vient d'écouter Mélénas avec le morceau Primer Tiempo. Et du coup, on passe à la chronique d'Héloïse sur le cinéma. Oui, alors moi, je vais vous parler d'Alice Guy.
qui a, comme je le disais dans l'intro, énormément contribué à l'histoire du cinéma, qui a occupé tous les postes d'une production cinéma pendant près de 20 ans, pour ensuite, comme on l'a déjà dit pas mal de fois jusque-là, pour ensuite tomber aux oubliettes pendant un certain temps. Alors c'est vrai que maintenant, là, on trouve quand même pas mal de choses sur elle, mais ça a été longtemps oublié. Elle est née en 1873, donc elle grandit dans une époque où les progrès techniques de l'après-révolution industrielle sont énormes, et une époque où on ne cesse de déposer des brevets pour de nouvelles inventions. Elle commence sa carrière elle commence sa carrière à l'âge de 21 ans, après s'être formée au métier de sténodactylo, et elle est directement engagée comme secrétaire au comptoir général de la photographie. Quelque temps après, Lucien Gaumont sauve cette entreprise de la faillite en créant Gaumont et compagnie, qu'on connaît encore aujourd'hui, et il préserve l'emploi de Alice, qui s'avère être très travailleuse et très curieuse. Durant ses premières années, elle rencontre des personnalités importantes de l'époque, comme Émile Zola, Louis Renaud, mais également des personnes dont elle saura s'entourer pour la suite de sa carrière, les frères Lumière ou encore Gustave Eiffel. Bien que jusque-là, elle ne sache même pas qu'elle est en train de construire une carrière puisque les métiers du cinéma n'existaient pas. Et du coup, elle se retrouve aux premières loges pour assister à la naissance du cinéma. Et elle sera par exemple présente lors de la première projection sur grand écran en 1895, inventée par les frères Lumière. C'est un procédé, le cinématographe, c'est un procédé que Gaumont souhaite vendre également auprès de sa clientèle. Et faut s'imaginer qu'à ce moment-là de la vie de la société Gaumont, son propriétaire s'intéressait uniquement à la vente des machines et des appareils de projection et pas du tout à la production de films. Et donc les films qui étaient réalisés à ce moment-là, c'était uniquement pour promouvoir les machines, et c'était des films très courts qui présentaient des scènes de la vie quotidienne. Mais elle, Alice, de son petit rôle de secrétaire, elle fréquente quand même beaucoup les techniciens, etc. Elle est curieuse, elle se questionne sur les techniques et elle voit très bien les possibilités de ces machines, de ces outils. Et elle convainc Léon Gaumont de réaliser une fiction comique, un petit film court comique, qui pourrait aussi être agréable aux clients pour présenter les machines. Et il la laisse faire en pensant que c'est des histoires de bonnes femmes, un peu comme disait Gabriel, voilà, vas-y, fais ton petit jeu. Et voilà. Et c'est comme ça que débute sa carrière. Et en plus, elle réalise la première fiction du cinéma qui s'appelle La Fée aux choux. Et elle a 22 ans. Donc elle continue ses recherches en dehors de ses heures de secrétaire. Elle découvre que les machines permettent de faire des effets spéciaux, si on filme à l'envers, si on tourne la manivelle qui actionne l'enregistrement de l'image à une vitesse différente. Et au fur et à mesure, elle développe vraiment sa patte, son langage cinématographique. Elle est inventive, audacieuse, et alors Gaumont lui confie toutes les réalisations de films promotionnels, et elle passe vraiment par toutes les étapes, scénario, casting, décor, costume, lumière, prise de vue, mise en scène. Elle supervise toutes les étapes de la création, elle perfectionne les trucages, colorise les images, et s'entoure de collaborateurs talentueux, dont Louis Feuillade, dont lui, on n'a pas vraiment oublié le nom. Et à partir de 1902, elle mène des recherches aussi sur le son au cinéma, en tournant des phonocènes qui permettent d'enregistrer le son à part pour ensuite le synchroniser avec les images. Donc c'est un peu le pré-cinéma parlant. Et en fait, le succès de ces films fait également croître l'entreprise Gaumont. Et à 33 ans, elle a 300 films à son actif. Et à ce moment-là, elle part aux États-Unis. Elle part vivre aux États-Unis à New York. En fait, elle suit son mari avec qui elle vient tout juste de se marier et qui est également employé chez Gaumont et qui est chargé de mener les recherches sur le chronophone, qui est également un procédé du cinéma parlant. Donc il y a un studio qui est construit par Gaumont à New York. Et là, elle est jeune mariée. Elle fait son premier enfant et elle commence vite à s'ennuyer et le cinéma lui manque. Donc elle décide que quand le studio sera libre, elle ira continuer ses petites recherches et elle fera des films. Et elle a très envie de les vendre. Et du coup, en 1910, elle crée sa propre maison de production, la Solax. Et c'est la première femme productrice de l'histoire.
Ensuite, elle doit vraiment faire beaucoup pour la faire vivre. Elle continue de créer énormément de films, des westerns, des films militaires. Et les difficultés arrivent avant la guerre, quand Hollywood devient vraiment l'autre ville du cinéma. Et là, la concurrence devient beaucoup plus rude. Et c'est aussi à ce moment-là, dans l'histoire de cinéma, que le rôle des femmes est plutôt relégué à celui d'actrices. Et les réalisatrices et scénaristes qui étaient très présentes à ce moment-là finissent par disparaître ou être oubliées. Et en plus de ça, elle cumule les malheurs. Dans les années 20, sa vie personnelle est affectée. Son mari la trompe, il dilapide l'argent de la société dans les casinos. La grippe espagnole tue plusieurs de ses collaborateurs et ses studios, les studios de la Solax, sont incendiés. Donc là, elle est endettée jusqu'au cou. Elle rejoint la France, mais elle ne parvient pas à refaire surface et le reste de sa vie, elle le passe à revendiquer ses films qu'on attribue à d'autres et à clamer qu'elle était vraiment une pionnière du cinéma. Et on peut dire notamment qu'il y a un ouvrage en 6 volumes de Georges Sadoul, qui est un historien du cinéma. Les 6 volumes sont parus entre 56 et 75 et vraiment ça a été une référence. Et en fait, il a fait énormément d'erreurs dans ces volumes et il a attribué des films à des hommes alors que c'était elle qui les avait réalisés. Enfin voilà, il y a vraiment eu... Alors que voilà, c'est la première femme à avoir réalisé une fiction, la première femme productrice. Elle a aussi fait un premier making-of, un premier peplum, et voilà, c'est pas du tout le nom qui est resté ancré dans les mémoires. Voilà, donc je me suis beaucoup inspirée, on trouve énormément de choses sur Internet, sur cette femme qui est quand même maintenant plus reconnue et qui a même son propre prix, le prix Alice Guy. Et si vous voulez en savoir plus sur YouTube, il y a un podcast en 6 épisodes sur Louis Média. Voilà, une série qui est intitulée Une autre histoire. Et vraiment, c'est hyper complet. C'est vraiment une histoire du cinéma par le prisme de la vie de Alice Guy et c'est vraiment hyper intéressant. On mettra la référence. Tout à fait. Merci Louise. Je ne connaissais pas du tout. Je vais me pencher un peu plus dessus. J'irai voir ça. Et on mettra évidemment le lien en podcast, lien sur le podcast. C'est hyper riche. Enfin, elle a vécu vraiment plein de trucs complètement dingues. Tu m'étonnes. On refait une petite pause musicale. Elle a 21 ans. Ravin Laney est l'un des nouveaux visages de la soul américaine. Cette nouvelle génération brillante et libre de Chicago, chanteuse, compositrice et interprète, elle nous transporte dans son univers soul futuriste et romantique qui flirte avec le R&B. Voilà, elle compte bien faire résonner sa soul hybride au-delà de sa ville natale. On écoute Ravin Laney avec le morceau Sticky. Then I look stupid, call me foolish.
Toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. On vient d'écouter Ravine l'année avec le morceau Sticky. Et on passe à la chronique de Gabrielle sur la première femme de l'histoire de l'humanité. Oui, tout à fait. Moi, ce soir, je vais vous parler d'Ève, donc la première femme selon l'histoire religieuse qu'on connaît bien. Alors, Ève, c'est un personnage du livre de la Genèse, du premier livre de la Bible. Dans le texte de la Genèse qui fonde les croyances juives et chrétiennes, mais aussi musulmanes, elle est la première femme, mère de l'humanité, créée par Dieu. Ce qu'on apprend dans le chapitre 1, verset 27 de la Genèse, c'est que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Alors ça implique un rapport d'égalité entre l'homme et la femme, tous deux créés sur le modèle de Dieu, tant masculin que féminin. Un peu plus loin, au chapitre 2, versets 20 à 24, on peut lire ceci. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Notre histoire religieuse, notre référentiel commun, s'est fondé sur ce fait. Ève a été créée de la côte d'Adam. C'est la traduction qui nous a été transmise et que nous avons apprise. Elle est partie intégrante de notre culture populaire. Pourtant, des femmes croyantes se sont mises à réinterpréter les textes et à en proposer un nouvel angle d'approche qui met la création d'Ève sous une toute autre lumière davantage égalitaire. Le rabbin Delphine Horviller, c'est l'une d'elles. Delphine Horviller, c'est la deuxième femme rabbin de France. À ce jour, elles sont 4 femmes à exercer cette fonction en métropole. Elle explique que presque toutes les références parlent d'une côte, qui serait la partie anatomique d'où est créée Ève. Or, en hébreu, le mot tsella signifie également côté. Et c'est d'ailleurs le mot côté qui est suggéré partout ailleurs ensuite. Ce qui pose une approche fondamentalement différente. Par cette réinterprétation, la femme serait créée à côté de l'homme. Donc, dans une relation de sujet à sujet, côte à côte, et donc égalitaire, et non pas comme un élément de support. Nous sommes donc les héritiers d'une lecture. Et ce que rappellent de nombreux anthropologues, c'est que la domination masculine, elle s'exerçait déjà avant les religions. Les religions ont donc été révélées dans des contextes patriarcaux et les textes ont pu être un instrument pour asseoir d'autant plus cette domination. Mais le rabbin Delphine Horviller invite au questionnement et non pas au fatalisme. Certes, nous avons cet héritage culturel, mais nous pouvons voir qu'une autre lecture est possible, une autre interprétation. Une interprétation féministe est possible. Après, la vraie question selon elle, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, de ce qu'on lui a fait dire ? Parce que nous le veuillons ou non, nous sommes les héritiers de ce sens depuis des milliers d'années. Delphine Horviller, elle milite pour que les religions finissent par reconsidérer le rôle et la place des femmes. Et maintenant, passons à une deuxième femme, Claire Pacial, spécialiste d'histoire et de théorie de la traduction, qui s'interroge elle aussi sur ce passage de la Genèse. Elle est certaine que l'on trouverait des traductions alternatives chez certains anciens traducteurs qui tendent à s'écarter sciemment des traditions de traduction quand elles sont dictées davantage par l'habitude que la philologie. Elle aimerait également traduire le terme tsella par le côté ou le flanc, qui évoque selon elle moins une image de côtelette et qui permet davantage au travail métaphorique de se faire. La femme serait alors issue non d'une côte, mais d'un entier hémisphère d'Adam. Ces difficultés linguistiques,
elles tiennent en bonne partie au fait que la Bible hébraïque, elle a été rédigée dans une langue dont elle est quasiment l'unique témoignage. Pour le dire plus simplement, on ne trouve cette langue hébraïque que dans le corpus biblique. Ce qui pose la difficulté pour les linguistes traducteurs de connaître toute l'exacte force et signification des termes. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que la si récurrente côte d'Adam soit une erreur de traduction. Simplement, c'est assez téméraire d'affirmer qu'elle ne puisse pas être autre chose. On voit donc bien là l'importance de la réinterprétation féministe des textes sacrés pour un changement de regard et un empowerment des femmes en les installant davantage dans des positions de sujet. Autre chose importante à noter au sujet de cette notion de première femme qui serait représentée par Ève. Selon une version juive, Adam a eu une première épouse, Lilith, avant Ève. On connaît davantage Lilith en tant que démon dans la Bible hébraïque et son personnage est rendu complexe par les différents mythes dans lesquels elle s'inscrit. Mais il y a en effet un doute qui fut émis sur la traduction des textes hébraïques pour la Bible. Selon une interprétation faite du texte, on peut supposer qu'il y a eu une première femme, Lilith, créée de la même manière qu'Adam, c'est-à-dire de la poussière tirée du sol, puis insufflée du souffle de Dieu. Lilith, elle finit par quitter Adam, parce qu'il veut la dominer. Et en s'enfuyant, elle s'attire les foudres de Dieu. Adam supplie de lui donner une autre femme, et celle-ci se prénomme Ève, qu'on connaîtra bien plus soumise cette fois. Et à l'époque contemporaine, la figure de Lilith rebelle à l'autorité d'Adam et sa création simultanée à celle de l'homme ont inspiré les mouvements féministes. Parce que dans les années 70, certaines militantes ont repris Lilith et son image comme porte-flambeau de leur lutte. Je terminerai par ces mots du rabbin Delphine Orviller. Je crois que les religions ont besoin de voix libres, subversives, modernes. Elles ont besoin de reconnaître que l'érudition n'est pas le monopole d'un sexe, mais se nourrit du dialogue entre les genres. Alors, la réinterprétation des textes sacrés pourrait être un défi de notre génération. Merci Gab pour cette belle chronique aussi. Et c'était une très belle émission. Je vous remercie toutes les filles. Est-ce que vous avez un dernier mot? Parce qu'on a pas mal dépassé le niveau du timing. On va se faire taper sur les doigts. Plein de belles idées du coup, hein, à nous d'avancer maintenant. Tout à fait. Tout un gros sujet à creuser. Tout reste à faire encore, complètement. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Bon, allez, on s'écoute un dernier morceau pour finir l'émission. Je vous propose un morceau de Snow Allegra, qui est suédoise à la base, de parents iraniens, qui habite maintenant à Los Angeles, où elle réside. De Whitney Houston à Lauryn Hill, en passant par Sade. Les influences de la chanteuse sont multiples et illustrent ses orientations artistiques. Petite protégée de notre défunt Prince, Snow Allegra puise sa musique dans des influences hip-hop, trip-hop, jazz, soul et R&B. Elle nous offre un mélange riche qui berce et repose nos âmes grâce à sa soul cinématique, comme elle aime la qualifier. On écoute Snow Allegra avec le morceau Under the Influence. Et on se fait des gros bisous. À dans 15 jours. Bisous. I agree when you tell me it's wrong. When you tell me we can't do this. I'm not playing along. I don't know how we get through this. We are both just a little afraid. Just a little afraid. And I forget I wanna fight with this. Oh, 'cause when we're alone, you got
say you're confused. But you feel like you can't help it. I'm not playing along. I agree when you tell me that you never felt anything quite like this. We are both just a little afraid. Oh, we don't wanna change. No, we don't wanna change. And don't forget I wanna fight, 'cause when we're alone, you're under the influence of you. You got me feeling, babe.